L'épigénétique, qu'est-ce que c'est? On voit ça tout de suite avec mon invité. Je suis avec le professeur Gilbert Deray, vous êtes néphrologue et pharmacologue à la Pitié-Salpêtrière et vous êtes l'auteur de « Choisissez votre destin génétique ». Alors, quand on parle de génétique, on a toujours tendance à dire qu'on hérite de ces gènes, qu'on est victime du poids de la génétique, c'est ce qu'on nous a dit, et vous me dites, pas du tout, non, on peut maîtriser son destin génétique. Absolument. En fait, on nous a élevés depuis les années 50, Watson et Crick, la découverte de la structure de l'ADN, que tout était en fait inscrit, et que nos parents, un spermatozoïde qui rencontrait donc un ovule, nous avaient tout donné. Alors c'est vrai en partie, c'est vrai pour notre taille, la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux, si nous serons un jour chauves. Et par contre, pour le reste, c'est-à-dire notre santé, les maladies, effectivement tout est inscrit. Mais c'est nous qui allons décider si nous activons ou si nous désactivons les bons et les mauvais gènes. C'est-à-dire que si je vous comprends bien, d'abord ça ne se joue pas sur un gène, bien souvent, mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais disons que ça se joue sur un gène. Ce gène, je l'ai, il est porteur de quelque chose, et mon mode de vie, mon environnement, ce que je fais finalement de ma vie, va faire qu'il va s'exprimer, comme on dit. Donc, c'est comme s'il y avait une petite lumière, et je vais m'exprimer ou pas. C'est tout à fait ça. En fait, ce sont quelques groupes chimiques qui vont se fixer dessus ou non, principalement des groupes dits méthyl, qui vont l'ouvrir comme une fleur, comme une corolle. S'il est ouvert, il s'exprime. S'il est fermé, il ne s'exprime pas. Donc, on peut tout à fait avoir le gène du cancer du pancréas fermé, il ne s'exprimera jamais. Et c'est parfaitement démontré. D'accord. Donc, ça veut dire aussi que tous les excès de la médecine prédictive, qui est de dire vous avez, c'est le syndrome Angelina Jolie, vous aurez tel cancer, on vous fait une double mastectomie, là vous dites il faut être prudent. Alors, attention, c'est 80-85%. Il va rester des situations où malheureusement, à peu près quoi que l'on fasse, on diminuera ce risque, et vous avez choisi Angelina Jolie, mais on ne va pas l'éliminer. Donc son choix, il est extraordinairement difficile, et je le comprends. Majoritairement, pour ce qui va nous arriver, on a le contrôle. Pas à 100%, mais c'est déjà énorme à 85%. Absolument. Alors, on a le contrôle, on va y revenir sur ce contrôle. Vous évoquez 6 comportements différents qui sont 6 comportements de contrôle de notre vie et de contrôle qui vont faire que ces gènes vont s'exprimer ou pas et qu'on va donc réduire ou pas nos facteurs de risque. Alors, en premier, il y a le stress. Absolument. Alors, le stress, c'est très intéressant. Le stress, c'est un instrument de survie. Ça a été inventé il y a des millions d'années pour nous permettre de fuir devant le danger. Très utile, évidemment, mais surtout très utile quand on était poursuivi par le mammouth ou le tigre à grandes dents. C'est évidemment beaucoup moins utile maintenant, parce que vous pouvez regarder autour de vous, il n'y en a pas beaucoup. Non. Et puis, le stress dont on sait qu'il est toxique sur le long terme, ça ne posait pas de problème il y a 10 000 ans et même il y a 200 ans. L'espérance de vie, c'était 25 ans. Et nous avons, en 2 siècles, donné au stress ce qui lui manquait pour nous tuer, le temps. Nous avons triplé l'espérance de vie. Donc nous devons absolument, dans cette société qui est dure, qui est stressante, apprendre à le contrôler. Après, il y a plein de façons de le contrôler. Évidemment, c'est pas facile de dire à quelqu'un, gérez votre stress. C'est plus facile de lui dire de changer de mode d'alimentation. Mais quand même, on doit s'interroger sur la façon dont on vit, et on peut reprendre une partie du contrôle de sa vie. Par exemple, on sait que les personnes toxiques, c'est contagieux. Et que les personnes qui vous sont bénéfiques, c'est aussi contagieux. Donc on doit réfléchir aux personnes qui nous entourent. On sait qu'un environnement professionnel qui vous mène à ce qu'on appelle vulgairement le burn-out, c'est toxique pour la santé. Donc il faut réagir avant le burn-out. Et puis il y a plein d'autres méthodes pour gérer ce stress. Par exemple, de rallumer la musique partout où on est. La lecture, c'est le plus puissant anti-stress qui existe. En 6 minutes, vous diminuez votre taux de cortisol de moitié. Et puis il y a toutes ces choses modernes dont on parle beaucoup. Tai chi, méditation, respiration profonde, ça marche. Et effectivement, je conseille de s'engager dans cette voie d'une réflexion. Et moi, j'ai souvent à mes patients la chose suivante. Quand vous vous levez le matin, regardez-vous dans la glace. Si vous ne pouvez pas vous dire « je suis belle » ou « beau », alors c'est qu'il y a quelque chose qu'il va falloir changer. Je vais vous le dire, vous êtes beau. Alors, moi, je me le dis tous les matins, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais si, c'est vrai. Après le stress, la nutrition. Très important, la nutrition.
La nutrition, alors on en parle beaucoup, c'est un must, c'est effectivement extrêmement important. Malheureusement... Mais c'est pas facile de changer alors, voilà. la manière dont on a l'habitude de se nourrir, qui date de l'enfance, qui date... On doit revenir aux origines. D'abord, la nutrition, ce n'est pas que de l'alimentation, c'est un mode de vie. Quand on mange, c'est pas pour nourrir un estomac, c'est pour échanger avec quelqu'un qui est en face de soi, pour commencer. Et puis, il y a la durée de son repas. Un repas, ça doit durer au moins 20 minutes. Pourquoi? Parce que l'information pour passer de l'estomac au cerveau, c'est 20 minutes. Si vous mangez vite, et on mange tous en moins de 10 minutes, vous mangerez plus, et donc vous prendrez du poids. La nutrition, c'est une façon de gérer le stress, si elle est belle, s'il y a des couleurs, si vous parlez à la personne qui est en face de vous. Donc quand on parle nutrition, on parle environnement, on met la musique, on se parle, on discute, on raconte sa journée. La nutrition, c'est aussi un rythme, c'est 3 repas par jour. Ça n'est pas qu'un dîner qui donc va être trop riche. On évite de sauter le petit déjeuner qui est important dans la journée. Et on a déséquilibré cette nutrition. On devrait avoir un petit déjeuner plutôt riche, 30-40% de nos calories, un déjeuner équivalent et le soir moins. On fait l'inverse. On court, on court, on court, on court. Et enfin, bien sûr, la nutrition, c'est un contenu. Et là, on va faire simple. Le bon régime, c'est le régime méditerranéen. Point à la ligne. Les autres régimes, en particulier Dukan, cétogène, vous les oubliez, ils sont toxiques et pas efficaces pour le poids. Ceci dit, il y a le régime méditerranéen, mais on va pondérer, il y a aussi des zones bleues dans le monde où on vit très très vieux, qui sont différentes du régime méditerranéen, mais qui ont des similitudes. C'est des régimes en général modérés, avec des produits naturels, choses comme ça. Je pense au Japon, par exemple. Alors, prenons l'exemple de ce qu'on appelle le régime Okinawa, qui est au Japon. Okinawa. Bien sûr qu'il faut tenir compte des différences géographiques, même on ne va pas prendre si loin, on va le repérer. En Suède ou en Norvège, ils auront un régime plutôt nordique. Mais en fait, ce qui se rejoint dans ces régimes, c'est plusieurs choses. Un, c'est le mode de vie. Oui. Le régime Okinawa, ce n'est pas simplement un mode de nutrition. C'est un endroit où on a inventé le karaté, par exemple. C'est un endroit où les personnes âgées restent incorporées dans la famille jusqu'au terme de leur vie. Et Dieu que c'est important. C'est un endroit où l'activité physique est importante. C'est un endroit où on échange. Et en plus, ils ont effectivement une alimentation qui n'est pas du tout le régime méditerranéen, mais qui est équilibrée. Donc oui, et modérée. Et modérée. Donc oui, il y en a d'autres qui sont tout à fait bien. Bien sûr. Pour ce qui est de l'Europe, gardez le régime méditerranéen. L'activité physique. Vitale. D'abord, par quoi est-elle définie? 30 minutes de marche rapide par jour. Ce n'est pas la peine de courir, mais 30 minutes de marche d'activité physique par jour. Deuxièmement, souvenons-nous de nos origines. Nous ne sommes tous que des grands singes, chasseurs-cueilleurs. Notre code génétique, il croit encore qu'on est dans la savane. 10 000 ans, et on était dans la savane, c'est trop peu pour un code génétique. Il ne comprend pas que je suis assis sur un fauteuil et vous qui allez tourner pendant des heures et des heures. Non, il faut qu'on bouge. Le corps est fait pour bouger. La sédentarité, elle tue. Elle tue des millions de personnes par an. On est une société sédentaire. On peut faire 30 000 km quasiment sans faire un pas. On prend l'ascenseur, on monte dans un taxi, on prend un avion, on remonte dans l'ascenseur, etc. Et donc l'activité physique, 30 minutes de marche par jour, elle est vitale. Ce qui est vital aussi, c'est l'environnement. Vous parlez de la solitude. Société de la solitude. En particulier les personnes âgées qu'on met dans ces maisons où elles sont toutes seules. Là encore, la solitude, ça tue. On n'est pas fait pour être seul. Donc il faut veiller à notre environnement. Donc la personne âgée, il faut, dans la mesure du possible, la garder intégrée dans la famille, ou en tout cas aller lui rendre visite. Et il faut aussi que, entre nous, même quand on est en groupe, on peut être seul, hein, il faut, entre nous, veiller à ce qu'il y ait des échanges, veiller à ce qu'on soit dans un environnement non toxique, professionnel ou personnel. Et donc cette idée de la solitude vaut dans une société où on n'a jamais été aussi nombreux, où l'urbanisation fait qu'on est tous dans un même endroit par millions de personnes, où en fait on ne se rencontre pas, on ne se parle pas, et plus important, on ne se touche pas. Ce qui nous amène au quotidien, hein, le bien-être au quotidien. Vous parlez du sommeil, des rires et des câlins. Les câlins, vous aimez ça? Oui, le quotidien. Dieu qu'on a perdu des choses. Alors on pourrait passer des heures à parler de ça. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Alors on va essayer d'évoquer certaines choses. Premièrement, où que vous soyez, allumez la musique, j'ai déjà dit. Dans votre voiture, dans le métro avec des écouteurs chez vous, la musique provoque un feu d'artifice cérébral, des libérations d'hormones massivement bénéfiques. Allumez-la. Deuxièmement, le câlin. La peau, c'est l'organe le plus grand de l'organisme, 1,8 m². Et elle contient des récepteurs. Quand vous la touchez, il se passe des choses. Elle est vitale, la peau, elle transmet des informations. Alors ça peut être des informations douloureuses, mais ça peut être aussi des informations bénéfiques. Ne pas se toucher est une erreur médicale. À tel point d'ailleurs qu'on se souviendra que
Il y a 50 ans, on a dit aux mamans et aux papas, touchez plus vos enfants. Puis on s'est aperçu que c'était grave, on les faisait mourir. Hein. Et maintenant, on est revenu en arrière, à la naissance, il est obligé de mettre l'enfant sur la peau de sa mère et de son père. Le contact cutané est important. Et pour nous, les adultes, oui, le câlin, c'est important. Alors, il peut être sexuel ou non sexuel. Ce qu'on appelle le hug, oui, on devrait en faire. Eh bien, il faudrait qu'on fasse 8 à 12 câlins par jour non sexuels, de 20 secondes chacun. On en est loin, évidemment. Et enfin, je voudrais parler du rire. Le rire, c'est également un feu d'artifice cérébral absolument favorable, à tel point que dans les grands centres de cancérologie nord-américains, le yoga du rire est intégré au traitement, à tel point que les sociétés américaines de cardiologie et cardiologie libérale française recommandent le rire comme thérapie du cœur. Un adulte, ça rit moins de 20 fois par jour. Un enfant, plus de 400 fois. Il faut retrouver le rire dans notre quotidien. On se résume, on n'a vraiment plus beaucoup de temps. Le stress, la nutrition, l'activité physique, la solitude, les toxiques, on n'en a pas parlé, le quotidien, tout ça, ça influe sur le fait qu'un gène va s'exprimer ou pas. Et ça nous amène à cette notion dont j'aimerais bien qu'on parle juste en 1 minute avant la fin de l'émission, de médecine intégrative. Absolument. Alors d'abord, tout ça ne sont pas que des mots vains. Si vous appliquez cela, votre risque de développer une maladie ou de la guérir va nettement diminuer. Par exemple, régime méditerranéen plus activité physique, c'est un risque de récidive du cancer du côlon diminue 40%. En tant que médecin, je dois intégrer cette médecine dans ma pratique. Ne faire que de l'allopathie, c'est-à-dire la médecine traditionnelle avec les médicaments, sans médecine complémentaire. C'est une perte de chance pour le patient, c'est une erreur médicale. L'inverse est vrai. Ne faire que de la médecine dite complémentaire, j'aime pas ce terme, sans allopathie, c'est aussi une erreur médicale. Donc on doit proposer à nos patients un ensemble. Et oui, moi, médecin, à ma consultation, je parle de la musique, je parle du rire, je parle de la lecture, comme je propose des antihypertenseurs ou une chimiothérapie. Vous dites aussi que les gens doivent se prendre en main et s'approprier leur maladie, et vous leur dites en consultation, soyez avec moi, on sera plus efficace. Ça aussi, c'est de la médecine intégrative. Absolument. On n'a plus beaucoup de temps. La beauté de l'épigénétique, c'est qu'on a le contrôle sur son avenir médical. Seul comme médecin, je propose des choses, mais je dis à mes patients, allez, je vaux 10% de votre santé. Vous en faites 90, et à 2, on vaut 200%. C'est ensemble qu'on fait sa santé. Voilà. Donc si on a un message à faire passer, c'est que, en fait, en prenant en charge son destin génétique, on est aussi acteur de sa vie, acteur de sa santé. On est complètement acteur et c'est extrêmement puissant. Et c'est ce que j'ai voulu résumer dans ce livre avec des conseils d'ordre pratique. Donc oui, on a le contrôle, allez-y, ça en vaut la peine. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Choisissez votre destin génétique. Merci beaucoup. À bientôt pour une nouvelle émission. Et d'ici là, portez-vous bien.